Voilà, donc je voulais aussi vous dire que c'était enregistré et voilà, c'était si ça vous pose un problème, vous pouvez réguler ça. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. C'est donc un nouveau Café Méditerranée que l'on organise avec la Fondation Roberto Cimetta, dont la présidente, Manuelle de Brinerisso, est avec nous ce soir encore. C'est le troisième, donc on été à Tanger, parce que je dis on a été, parce que c'est vrai, c'est une forme de déplacement, ouais, puisque nos invités sont toujours dans ces villes de Méditerranée. Donc on a été à Tanger, puis à Beyrouth. On a décidé de faire une petite pause au moment où voilà, on avait envie de sortir, d'être déconfiné, de sortir de chez soi, parce que c'est un peu pour ça qu'on avait lancé les cafés en ligne. Et puis, avec Manuel, on s'était dit, voilà, l'automne, c'est peut-être un peu plus cosy, un peu plus, on retourne au domicile, il pleut, il fait froid. Et du coup, on va on va reprendre, voilà, ces cafés méditerranéens. Et on est là, voilà, ce jeudi 4 novembre, à reprendre. Alors, ce soir, vous savez, c'est la ville de Palerme, voilà, qui a aussi des représentations, hein. Quand on parle Palerme, Sicile, on a des images en tête. Si on ne connaît pas bien Sicile, en tout cas en France, ça a des connotations. Voilà, il y a des choses aussi au niveau du patrimoine qui font référence sur ce territoire. Et comme à chaque fois, on a donc des invités, je dis des, puisqu'on a donc Julie Sperlazzo, je laisserai Manuel tout à l'heure la présenter, en dire un peu plus. Et puis aussi Manuel de Brinet, car toi aussi, tu connais bien Palerme, donc tu vas aussi participer et témoigner à nos échanges de ce soir. On va durer à peu près 1 heure. Voilà, on aura un temps aussi pour ceux qui participent pour poser des questions. Voilà, je te donne le départ, tu peux y aller. Merci Thibaut, merci et bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour ce Café Méditerranée. C'est vrai que ce périple méditerranéen des villes, il est vraiment, je trouve, intéressant dans la mesure où ces villes de Méditerranée transportent un certain fantasme ou voire une mythologie évidemment extrêmement puissante. Et Palerme, peut-être encore plus que certaines autres, est, est une ville totalement fascinante, totalement prenante. Et c'est peut-être à travers cette, cette vision qu'on en a, ce vécu qu'on en a, Julie et moi, que peut-être ça donnera envie à certains d'entre vous qui ne la connaissent pas de la visiter. Et puis peut-être aussi vous donnera une idée de ce que nous pouvons avoir vécu ou ce que nous pouvons vivre dans cette ville aujourd'hui ou auparavant. Donc ce soir, voilà, je suis à la fois animatrice de ce café comme d'habitude mes intervenantes. Euh, et j'ai convié donc Julie Sferlazzo, qui est une palermitaine d'adoption, une sicilienne d'adoption d'abord et une palermitaine d'adoption ensuite, qui vous donnera sa vision aujourd'hui de la vie à Palerme, et puis qui aussi abordera une question qui est importante dans notre monde actuel, mais qui quelquefois dans les pays du Sud n'émerge pas tant que ça, qui est toute cette question de l'environnement et surtout la question au fond de la Méditerranée, puisque ces cafés Méditerranée racontent une histoire des villes, ces villes qui sont à la fois liées et séparées par cette mer qui nous passionne, nous intéresse et est un lieu évidemment à la fois de réconciliation, mais également de distance et aussi bien de bonheur que de tragédie. Donc, j'ai imaginé qu'on pouvait avoir deux aspects pour vous raconter cette ville. Peut-être un moment qui est que je me permets de prendre, qui est de vous raconter la ville que j'ai rencontrée, moi, en 91, et qui était une ville extrêmement spéciale, extrêmement particulière dans son atmosphère, pour qu'ensuite Julie vous raconte la ville d'aujourd'hui,
et comment elle s'est ouverte, elle s'est développée, elle s'est transformée. Et comment aussi aujourd'hui c'est une ville qui est facile ou plus difficile avec toutes ces contradictions. Voilà. Donc merci Julie en tout cas d'avoir accepté. Si vous permettez, je vais commencer par une anecdote qui va nous ramener en octobre 91. Mon premier voyage à Palerme, c'était en octobre 91. J'ai réalisé cette année que ça faisait 30 ans. 30 ans de bonheur absolu pour moi, d'une rencontre de coup de foudre avec une ville. Et le jour où je suis arrivée à Palerme, j'ai eu la chance, pour le travail que j'y faisais, qui était la production musicale, d'être hébergée dans un hôtel absolument mythique, qui s'appelait le Grand Hôtel et des Palmes, un hôtel où Wagner a fini d'écrire Parsifal, où tous les grands auteurs et écrivains, Georges Sand, Chopin, sont passés. Donc c'était un moment très particulier en centre-ville. J'ai posé ma valise et je suis sortie pour aller dans l'avenue Ruggiero Settimo, qui est la grande avenue qui traverse la ville. Et je suis arrivée à un carrefour et au feu rouge, à ce carrefour-là sont arrivées deux voitures noires, des Mercedes ou BMW, je ne saurais pas quoi dire, des modèles que je n'avais jamais vus auparavant, des voitures d'une taille absolument incroyable, dont sont sortis d'abord 3, 4, 5, 6 jeunes hommes en costume noir avec des chemises noires, et où ensuite est sorti d'une voiture un homme âgé avec une canne, très beau, costume noir, chemise blanche. Et là, sur mon trottoir à mon feu rouge, j'ai dit « Oh, c'est drôle, on tourne un film ». Eh bien non, ce n'était pas un film. C'était octobre 91 et c'était un padrone. Et c'était effectivement deux voitures avec un padrone de la mafia, un mafioso, avec ses gardes du corps et autres. Et ça a été ma première image de Palerme. La seconde image de Palerme, elle a eu lieu en juin 92, un mois après l'assassinat du premier juge et un mois avant l'assassinat du deuxième juge. La ville était totalement assiégée. Devant les maisons des juges et devant les maisons des gens de justice, il y avait des véhicules militaires avec des tourelles et il y avait des femmes qui défilaient en silence avec la photo de leurs enfants morts. Voilà, ça a été ma première rencontre avec cette ville, totalement bouleversante, totalement extraordinaire. Et depuis, voilà, depuis, j'ai un amour démesuré pour ce qu'elle représente, à la fois de tragédie, de puissance, de magnificence. C'est une ville majestueuse dans ses bâtiments, dans son histoire. C'est une ville de culture, comme Thibaut, tu le disais, qui est incroyable, parce que toutes les grandes civilisations de la Méditerranée s'y sont arrêtées et ont laissé des traces. Mais ce n'est pas une ville du sud de l'Italie comme on peut l'imaginer, comme Naples peut être dans sa folie et dans son extravagance. C'est une ville beaucoup plus sombre, beaucoup moins exubérante que l'on peut imaginer, car la Sicile est ce territoire-là, est un territoire de traversée et un territoire évidemment porteur de tragique. Voilà, c'était l'introduction que je voulais apporter sur cette ville, bon, dont vous avez compris combien j'y étais attachée.
Alors peut-être, Julie, tu nous dirais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Palerme? Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Merci de me recevoir pour vous témoigner de mon expérience sicilienne et palermitaine qui dure maintenant depuis 16 ans en Sicile et 5 années pleines à Palerme. Alors, je rebondis sur le thème de la mafia pour un peu temporiser ton récit de 1991. C'est vrai que donc, le 23 mai 1992, il y a eu l'attentat contre le juge Falcone, ils appellent ça l'attentat de Capaci, la strage di Capaci, qui est une petite ville, une petite bourgade à l'extérieur de Palerme, en allant vers l'aéroport, et été posé 500 kilos de dynamite. Ils ont fait sauter tout un morceau d'autoroute. Il y a eu beaucoup de morts. Et c'est un événement qui est commémoré chaque année, qui attire beaucoup de gens de toute la Sicile. C'est une grosse manifestation. Les gens avec des banderoles. C'est maintenu. C'est un souvenir qui est très fort et qui est très symbolique dans la mémoire des Palermitains. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, je ne vois pas de grosses voitures avec des patrons mafieux, mais je vois par contre des grosses voitures avec des gyrophares, des gardes du corps pour les magistrats et plus particulièrement les magistrats du parquet et le Pubblico Ministero, comment il s'appelle, parce que ça s'appelle comme ça en Italie, parce qu'ils ont une garde rapprochée 24 heures sur 24. Donc, souvent, le matin, quand je pars travailler, on voit ces voitures avec les gyrophares, avec deux gros costauds, parce que ce sont les gardes du corps des différents magistrats. En ce qui concerne, alors pour finir sur ce thème, après je préfère vous raconter des choses un peu plus gaies. Moi, je dois dire que je n'ai jamais eu à faire et à devoir et être témoin de violences liées à la mafia. Alors, effectivement, il y a de la violence à Palerme parce que c'est une grande ville, c'est une ville au bord de la Méditerranée, et c'est d'ailleurs une ville, moi, qui me rappelle beaucoup Marseille, d'ailleurs, puisque je suis marseillaise d'origine. Donc ici, moi, je me sens extrêmement bien et qui est très similaire à Marseille, si elle est moins grande. Mais si vous voulez, l'activité de la mafia est quand même a diminué et a été remplacée par ce qu'on appelle la mafia en col blanc, c'est-à-dire plus une mafia, des collusions au niveau financier et économique. Donc, bon, qui ne concerne pas une grande majorité de la population. Alors, en ce qui concerne la population, les Palermitains parlent très, très fort. Et ça, pour moi, c'est un peu un problème, mais bon, ben, je m'y habitue, hein, parce qu'ils ont d'autres qualités. Ils ont d'autres qualités. C'est des gens extrêmement... il y a un terme qu'on utilise, il y a deux termes que moi j'utilise des fois à bon et mauvais escient, parce que il concerne la nourriture. On dit genuino, c'est-à-dire c'est quelque chose de sain, de fait maison, et ingenuo. Ingenuo, c'est quand on dit de quelqu'un est ingenuo, c'est quelqu'un qui est un peu innocent. Et c'est un peu à ça que me font penser les Palermitains, parce qu'il y a une sorte d'innocence et d'une bienveillance naturelle chez eux, qui n'est pas lié au fait que ça soit une ville touristique, mais c'est quelque chose qui est ancré en eux. Et il m'est arrivé d'avoir un problème avec ma bicyclette et de suite, je suis secourue.
mais pas parce que je suis une femme. Même mon papa qui est venu il y a quelque temps de ça et qui parle très mal l'italien, Emmanuel le peut en témoigner, s'est trouvé vraiment extrêmement bien accueilli. Il est allé dans les petits quartiers, dans les petites rues, sur les marchés typiques de Ballarò, du Capo. C'est ces marchés typiques que vous voyez sur les magazines ou dans les émissions. Et il a été reçu comme s'il était à la maison. Après, il y a une autre chose aussi que je voudrais vous dire, et que c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours marqué chez les Siciliens, pas spécialement chez les Palermitains, aussi parce que, je ne sais pas si, non, Emmanuel, tu ne l'as pas dit, mais moi, j'ai vécu donc 10 ans sur l'île de Lipari avec mon mari et mes enfants. Mais bon, on a déménagé à Palerme parce que bon, l'école à Lipari, le niveau scolaire était trop bas, dans le sens que c'est un peu pris à la légère. Donc, pour nous, Français, où l'éducation, l'école doit suivre certaines règles, on était un petit peu mal à l'aise avec ça, donc on s'est déplacé à Palerme. Mais donc, ce que je voulais souligner, c'est les valeurs familiales. C'est quelque chose qui m'a extrêmement marquée, c'est-à-dire que les liens familiaux forts qui existent dans les familles, ce sont ceux qui existaient 20-30 ans en arrière en France. Aujourd'hui, l'individualisation de la société, en France, la superficialité dans les rapports a fait que maintenant, on vit un peu chacun pour soi, on fait peut-être moins attention à nos parents, à nos grands-parents. Ce n'est pas une critique, hein. Après, chacun fait ses choix. Je ne dis pas non plus que c'est généralisé, mais un indice symptomatique, c'est que les maisons de retraite il n'existe quasiment pas de maisons de retraite. C'est-à-dire que les personnes âgées, quand elles ne sont plus autonomes, viennent accueillies chez un des enfants, ou alors on prend quand les moyens financiers le permettent, ils prennent une personne pour garder la personne, surveiller la personne âgée chez elle, et à tour de rôle, les frères et sœurs s'occupent, font les courses. Et ça, c'est quelque chose pour moi de vraiment fantastique, parce que, bon, dans ma famille en France, bon, on a eu recours aux maisons de retraite, et c'est vrai que quand on ne peut pas faire autrement, évidemment, mais je pense, mais c'est pas simple, ni de mettre une personne âgée dans une maison de retraite, ni même de la garder chez soi, parce que des fois ça redevient un peu comme un petit enfant. Mais bon, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu ici en Sicile. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Je trouve que ce que Julie souligne, c'est l'extrême, c'est incroyable en Sicile, où que vous soyez, on est frappé de la gentillesse et la profondeur des gens qu'on rencontre. C'est quelque chose qui est vraiment marquant. Et Palerme est une ville touristique, et tout le monde je veux dire, on est très bien accueillis. On n'est pas pris pour des touristes. Enfin, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Et du coup, on peut entrer vraiment en relation avec les gens, même si on ne parle pas toujours italien, mais enfin bon, en étant français. Donc, on peut entrer dans une relation vraie, et pas dans une relation de touriste à local. Donc, ça, c'est vraiment une dimension de la Sicile, une dimension d'une... Peut-être aussi parce que cette population sicilienne, elle est composée d'une multitude, d'un grand nombre d'origines. Quand on pense à la langue sicilienne ou sicilien, aux Siciliens que l'on peut entendre quand on regarde les téléfilms de Montalbano, par exemple, qui sont passés à la télévision française, je crois, sur France 2 ou France 3, ou quand on lit, ou quand on peut lire les livres de Camille, justement, avec ce personnage extraordinaire du commissaire Montalbano. La langue sicilienne, il y a plein de mots d'origine française, bien sûr, parce que, bon, voilà, il y a eu une présence française
considérable dans les siècles précédents. Les Normands, voilà, les vêpres siciliennes et tout ça, et un certain nombre de mots d'origine arabe, bien sûr, parce qu'effectivement, jusque dans les années 1000, 1070, je crois, de toute façon, on était sur une terre qui était effectivement une terre occupée, une terre où vivait effectivement donc une civilisation arabe, et ensuite les Normands, et ensuite les Allemands, au sens comment dire, à l'époque après baroque. Donc, c'est une terre de passage, et la population sicilienne est une population de mélange. Et donc, ça peut-être, on peut imaginer que ça inscrit dans chacun des Siciliens cette traversée de diversité culturelle, hein, puisqu'on est, on est ce soir-là rassemblés par l'Observatoire de la diversité culturelle. Je ne sais pas si on peut trouver plus grande diversité culturelle qu'en Sicile. C'est absolument incroyable. Et ça, évidemment que ça imprime certainement dans la population sicilienne eh bien, cette traversée de la diversité. Voilà. Exactement. Il y a aussi eu une invasion espagnole, et dans le dialecte, les paroles d'origine qui retracent les diverses invasions étrangères se retrouvent plutôt dans le dialecte. Et c'est vrai qu'on retrouve des mots français. Alors, je vous épargnerai la prononciation parce que mon dialecte est terrible, mais on retrouve donc des mots d'origine arabe, d'origine française et d'origine espagnole dans le dialecte palermitain. Alors, ça les fait beaucoup rire parce que quand ils m'entendent parler français, ils me disent « Ah, là, tu vois, j'ai reconnu une parole, le verbe travailler. » Je prononce travailler. Et voilà, je l'ai dit. Et ils le comprennent. Hein. Et puis, il y en a plein comme ça. Donc, ça fait d'eux des gens très, très ouverts. Des gens très, très ouverts. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Palerme, justement, parmi ceux qui nous écoutent? Non, pas du tout. Je ne connais pas du tout. Je suis jamais allé. Je suis allé dans le sud de l'Italie une fois et c'est tout ce que je connais. Alors, il est certain que Palerme, c'est une ville majestueuse, c'est une ville qui est traversée par des bâtiments et qui se visite comme une ville, évidemment, de culture. Ce qui est quand même une caractéristique des villes italiennes quand même. Bon, on peut pas dire qu'en Italie, il y a peu de villes qu'on ne visite pas ou qu'il n'y ait pas quelque chose à montrer. Mais le parcours, par exemple, que l'on peut faire patrimonial à Palerme ou dans les environs de Palerme, bien sûr, il va effectivement de la Grèce antique jusqu'à la période contemporaine, et y compris avec un passage extrêmement intéressant d'Art Nouveau. Il y a tout un parcours d'Art Nouveau à Palerme qui est particulièrement intéressant et qui n'est pas celui qui est communément adopté par les touristes qui viennent. Mais c'est un parcours extrêmement intéressant dans l'architecture et dans un certain nombre de ces palais qui étaient des palais du XVIIe, du XVIIIe siècle, qui ont été transformés par leurs propriétaires dans le début du XXe siècle et qui sont devenus vraiment des monuments emblématiques de l'Art Nouveau. Donc, c'est une traversée des siècles culturels que l'on peut faire à Palerme, sachant que, bien évidemment, sur le plan culturel, il y a une présence patrimoniale considérable. Bon, il y a le théâtre Massimo, qui est le plus grand opéra, la plus grande opéra au sens de la taille de la salle d'Europe. Il y a la chapelle palatine, le palais des Normands, un certain nombre de bâtiments qui sont absolument splendides à visiter. Mais je dirais qu'une fois qu'on a fait le tour de ces bâtiments, c'est la ville elle-même qui est importante à parcourir, les différents quartiers, les quartiers historiques, les quartiers anciens, avec effectivement une atmosphère assez unique
des rues pavées de grandes dalles volcaniques noires, des porches qui s'ouvrent sur des cours avec des palais extraordinaires qu'on découvre au détour d'une ruelle qui semble une ruelle extrêmement pauvre ou bien une ruelle un peu délabrée et on pousse une porte et on tombe sur des merveilles. On voit ça aussi, on connaît ça à Naples, par exemple. C'est un peu le même esprit, mais dans un aspect moins baroque, moins marqué en termes de style que l'on peut trouver dans le quartier historique, quartier espagnol ou le quartier historique de Naples, mais qu'on va retrouver à Palerme au gré d'une alternance de majesté et de simplicité populaire. Voilà. Donc, c'est ce parcours-là qui est important à faire, c'est s'imprégner, c'est marcher, c'est regarder, c'est entrer en relation avec les Palermitains. La ville n'est pas, pour en venir peut-être au sujet qui est le sujet de prédilection de Julie, la ville n'est pas tant tournée que ça vers la mer. Bien qu'il y ait un port, évidemment, un port assez important, qu'à un moment donné, il y a quelques 25 ans, 20-25 ans, on ait travaillé le bord de mer hein, en créant des espèces de parcs ou de bords de mer qui, auparavant, c'est pas une ville qui regarde vers la mer comme certaines villes. C'est une ville qui a aussi un peu tourné le dos à la mer, un peu comme Barcelone l'a fait pendant des décennies. Et puis ensuite, il y a eu effectivement le fait que la ville s'est ouverte sur la mer. La mer, elle était vécue par les Palermitains en dehors de Palerme. D'abord dans une ville de villégiature absolument magnifique au nord de Palerme qui s'appelle Mondello, avec tout ce que le côté des bains de mer pouvait représenter. Donc, une ville où effectivement, comme les gens à Deauville ou comme les gens à Trouville allaient à Mondello pour se baigner. Et puis, bien sûr, bien au-delà de la ville, la mer est là. Mais sinon, ce n'est pas une ville qui est tournée vers la mer. Et pourtant, bon, évidemment, il y a ce port qui est assez important, qui est un port principalement de voyageurs, hein, plutôt qu'un port de marchandises, avec un certain nombre de bateaux qui font aussi le lien avec l'Italie. Alors, peut-être on peut le dire, Julie, parce que c'est toujours une curiosité, mais nous qui avons été ou qui sommes encore des éoliennes, donc quand on est dans les îles éoliennes, donc la Sicile, c'est ce qu'on appelle la terre ferme. On est dans une île qui est une île sicilienne. La Sicile, c'est-à-dire Palerme, Milato, Catane, c'est la terre ferme. Et l'Italie, c'est le continent. Voilà. Exact. Exact. Donc, on dit si on dit qu'on va sur la terre ferme, ça veut dire qu'on va en Sicile. Et si on dit qu'on va sur le continent, ça veut dire qu'on va à Naples. Voilà. Donc, ça donne un rapport voilà, assez spécifique, évidemment, des gens qui vivent sur les îles, mais y compris des gens qui sont là en Sicile. Et donc, il y a un mouvement en Sicile, comme en Méditerranée, évidemment, d'intérêt pour la préservation de la mer et qui est un mouvement, je ne suis pas certaine que l'écologie soit une priorité pour les Siciliens. Il y a quelque chose qui a un rapport un peu ambigu. Hein. C'est pas, bon, la gestion des déchets, c'est pas tout à fait ça. C'est quand même pas formidable. Bon, toutes ces choses-là. Donc, on n'est pas sur une terre écologique et avec une prise de conscience écologique. Pourtant, effectivement, il y a un mouvement assez fort hein, dont Julie peut nous parler, qui a à voir avec effectivement la Méditerranée et qui commence effectivement à se focaliser, à se cristalliser autour de Palerme. Voilà.
Exactement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste parler un petit peu de la vie à Palerme et surtout de comment vivre la ville. Palerme est une cité qui est très vivante, qui est très colorée, qui est très, très animée. On dîne tard le soir, on sort beaucoup, on fait la passeggiata tard le soir, on prend l'apéritif avec le fameux spritz. On fait l'apéricène. L'apéricène, c'est l'apéritif renforcé, c'est-à-dire on vous amène, ça devrait être un apéritif, mais bon, pour nous qui ne sont pas du sicilien, ça pourrait faire un repas complet du matin jusqu'au soir. Petit déjeuner, dîner, tellement c'est copieux. Et tout ça dans une atmosphère bon enfant. En ce qui concerne l'art, Manuel, je ne sais pas si tu le savais, mais le Théâtre Massimo, donc, qui avait été dessiné par l'architecte Basile, et où l'opéra où il y a la meilleure sonorité d'Europe. Oui, parce que c'est le plus grand en matière sur le truc. Et il a été, alors, pour revenir peut-être à des questions plus compliquées, l'opéra a été fermé pendant 27 ans. Pendant 27 ans, l'opéra a été recouvert d'échafaudage parce qu'effectivement, tout l'argent qui venait de l'Italie, du continent, et qui était destiné a été détourné pendant effectivement toutes ces années-là. Donc, c'était une catastrophe absolue, puisque c'était au bout de 27 ans, le théâtre Massimo était entièrement rouillé, évidemment, puisqu'il était recouvert d'échafaudage qui était rouillé. Donc, c'était une vision, moi, j'ai connu ce moment-là. Et voilà. Et puis, à un moment donné, effectivement, au moment où ça s'est déclenché en même temps que se déclenchait cette période des manipulités, c'est-à-dire de remettre un peu de l'ordre après l'assassinat des juges, quand il y a un certain ménage qui a été fait aussi bien sur le plan politique que sur le plan mafieux, et donc sur le plan aussi économique, et que une certaine catégorie d'hommes politiques est arrivée, qui fait pas forcément l'unanimité non plus, mais en tout cas a été élu et a été placé là pour aussi quand même remettre un petit peu d'ordre dans ces questions. Et à ce moment-là, effectivement, le théâtre Massimo a été réouvert. Voilà. Et c'est vrai que il y a aussi le théâtre, le Politeama, qui est une grande salle de concert. Alors, le théâtre Massimo, c'est plus pour les spectacles d'opéra lyrique, et le Politeama, c'est plus pour ce qui est concert de musique classique. En tout cas, ceux qui dénotent, et plus, c'est l'art baroque. La connotation baroque dans l'architecture palermitaine. Et c'est vrai que c'est une découverte quand on se promène à pied. On fait des kilomètres sans même s'en rendre compte, parce qu'en plus, il y a des églises tous les 20 mètres, toutes plus belles que les autres. Il y a la cathédrale de Montréal qui est magnifique. En fait, il y avait eu une sorte de bataille à l'époque de sa construction entre le roi et l'évêque de Palerme. L'évêque de Palerme a fait construire la cathédrale de Palerme, qui est somptueuse à l'extérieur, qui est vraiment magnifique. Et moi, j'habite à côté, je m'émerveille chaque fois que j'y passe devant. Et par contre, à Montréal, ils ont choisi que l'extérieur soit assez discret, assez pauvre, mais à l'intérieur, ce n'est qu'une mosaïque, et c'est une merveille. Et puis, on fait du très bon pain à Montréal, donc je vous conseille, si vous y allez, d'essayer de goûter le pain. Alors, en ce qui concerne la mer et l'écologie, parce que c'est deux sujets qui vont de pair, effectivement, les Palermitains, mais les Siciliens en général, parce que même à Lipari, on a les mêmes problématiques. On dirait que ce qu'apporte la mer n'est pas un trésor. C'est quelque chose qui est une ressource sans fin.
une ressource infinie qui ne peut pas se terminer donc, et qui s'auto-génère toute seule. Donc, on peut y faire tout ce qu'on veut. On peut pêcher autant de poissons qu'on veut, de la manière qu'on veut. On peut y jeter ce qu'on veut, comme si elle était indestructible. Et ça, c'est pas un concept. La protection de l'environnement, de la biodiversité et de l'écologie, de la biodiversité, qu'elle soit au niveau de la faune et de la flore marine, c'est pas du tout un sujet qui intéresse même les opérateurs touristiques qui travaillent avec la mer, même pas que les acteurs touristiques, les acteurs professionnels en général qui travaillent avec la mer. Et donc, on a de grosses difficultés à faire comprendre aux pêcheurs qu'ils doivent s'adapter et aller vers une pêche raisonnée s'ils veulent pouvoir continuer à vivre de leur travail et de manière correcte, digne, tout en respectant l'environnement, de respecter leur terre. Alors effectivement, ce n'est pas 100% des cas, mais le petit pourcentage qui en a conscience ne suffit pas. Et un exemple significatif, c'est par exemple dans les îles éoliennes, où il n'y a pas d'aire marine protégée qui réussissent à être instaurées. C'est une bataille politique, un peu économique, mais bon, les fonds européens couleraient à flot si les politiques et les acteurs de terrain réussissent à se mettre d'accord, mais malheureusement, ça n'est pas possible parce qu'il y a une peur terrible de la part des pêcheurs que de l'instauration d'une aire marine protégée dans les îles éoliennes les empêche de travailler. Or, ce n'est pas du tout le cas, c'est même le contraire, parce que les aires marines protégées sont divisées en trois zones. Une zone qui est le plus près de la côte où là vraiment personne n'a le droit d'arriver sauf pour des recherches, des scientifiques ou des activités bien précises qui s'effectuent avec des autorisations, puis une autre, la zone B un peu plus éloignée, et puis la zone C, et qui permet de repopuler, que ça soit au niveau de la faune et de la flore, toute cette zone. Et ça, ce n'est pas un concept qu'on arrive à faire passer, parce que moi, je suis très active là-dedans, et il y a un projet sur l'île de Salina, et j'espère qu'il va arriver, il touchera son but, mais ça prendra du temps, malheureusement. Dans les autres îles, pour l'instant, on n'en parle même pas. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui participent au nettoyage des déchets sur les plages, dans les fonds marins. Par exemple, moi, j'ai fait partie d'un centre de plongée et régulièrement, on nettoie le ramasse des bouts de plastique qu'on trouve sous l'eau ou alors on ramasse ces fameux filets fantômes, des vieux filets de pêche qui sont dans les fonds marins et qui génèrent des microparticules de plastique et qui sont extrêmement polluantes. Le mot ne me venait pas en français. Et donc, du coup, les poissons, toute la faune mange ces microparticules de plastique. Les gros poissons se coincent à l'intérieur. Donc, ça fait des dégâts terribles. Mais le problème, c'est qu'après, on a un problème, c'est que pour le recyclage ou la destruction de ces filets, c'est comme si c'est traité comme des déchets particuliers. Il y a un circuit bien précis qui requiert de l'argent. Et si on laisse ce filet, par exemple, sur le quai, eh bien, on nous fait on est passible d'une amende, salée même. Donc, il faut aller pleurer, demander des fonds, des financements pour recycler ces filets qu'on récupère, qui pourraient être recyclés ou alors détruits. Et tout ça, c'est très compliqué. Et donc, même avec la bonne volonté, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on nous met un peu des bâtons dans les roues.
Ceci dit, les fonds marins et la mer en Sicile est vraiment extraordinaire. Il y a des problèmes, mais encore, on peut en profiter. Mais il faut prendre conscience qu'il y a des réels problèmes et que le temps presse. Mais c'est vrai que pour qui aime la mer, la Sicile est une destination vraiment fantastique. Toute la Sicile, les îles éoliennes, la côte du côté de Catagne, la côte palermitaine, San Vito lo Capo, au bout, donc il se situe au nord-ouest. C'est pas la peine d'aller aux Caraïbes, hein, vous y êtes directement. Et donc pour ceux qui aiment la plongée sous parce que ce que vous verrez, il y a quand même encore pas mal de poissons, des gorgognes, du corail noir. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Oui, mais je dirais, tu vois, Julie, que oui, c'est vrai, mais la terre sicilienne, Palerme, et la terre sicilienne n'est pas vraiment une terre maritime. C'est-à-dire qu'il y a un rapport dans cette île, enfin dans cette région, qui est quand même un rapport aussi à la montagne. C'est-à-dire on a effectivement un Etna qui est enneigé parce que il a une altitude de 3000 mètres. Donc, on est sur quelque chose où il y a une présence assez forte des montagnes, une présence assez forte et la mer, certes, est une mer qui entoure la région, la Sicile, mais ce n'est pas une région au sens maritime. Et c'est assez significatif des villes. Une ville comme Catane, ce n'est pas une ville de villégiature maritime comme Palerme. Et ce qui est assez intéressant, ça n'a rien à voir, par exemple, avec une ville comme Marseille, une ville comme Nice ou les villes françaises qu'on connaît, ou Valencia ou autres, qui sont des villes qui ont un rapport à la mer et qui fait que quelque part, il y a une espèce d'ouverture de quelque chose qui s'ouvre sur l'espace. Il y a quelque chose qui, quand je disais que la ville avait le doigt à la mer, c'est pas un défaut pour moi. C'est au contraire quelque chose qui fait qu'elle se rassemble, elle se concentre et elle a concentré, je dirais, son énergie pour faire en sorte que à l'intérieur ce soit extrêmement beau, enfin qu'il y ait ce pouvoir d'attraction qui soit à l'intérieur et qu'on ne soit pas distrait. À Palerme, il y a quelque chose qui nous oblige à nous concentrer sur l'intérieur de la cité et sa beauté. Et l'environnement ne nous distrait pas. Et ça, je trouve que c'est assez caractéristique d'une puissance que la ville nous transmet, comme si effectivement elle voulait, en fait, elle faisait en sorte que on reste concentré sur l'intérieur. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai. J'avais jamais vu ça de ce point de vue-là, mais je dois dire que c'est que ça reste quand même une ville maritime parce que bon, il y a des marchés aux poissons de partout, et puis même en habitant le centre-ville, on entend les mouettes. Moi, j'habite en centre-ville, mais j'ai les mouettes sur le palais en face de chez moi. Et puis, et c'est vrai que les Palermitains sont très, très attachés à leur terre. Ils ont souvent des petits bouts de terrain à l'intérieur des terres, à l'extérieur de Palerme, qui cultivent. Un bout de terrain en Sicile n'est jamais laissé à l'abandon. Il est cultivé, ils élèvent des lapins, des poulets, voire des animaux plus gros, mais c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Ils cultivent leurs fruits, leurs légumes. Il y a encore une grande tradition
de l'autoproduction, d'être autonome au niveau de ce qu'on mange. Parce que ils aiment bien manger, mais ils aiment beaucoup manger même, et c'est très important pour eux. Mais alors, paradoxalement, ils sont plus conscients de la nécessité de manger sainement que de prendre soin de l'environnement. Alors ça, c'est assez contradictoire. Mais bon, on est tous un peu contradictoires. Hein. Je ne sais pas, est-ce qu'on s'arrête là sur les... Et puis on regarde s'il y a quand même des questions, parce que sinon on pourrait... voilà. Ah bah oui, non, est-ce que tu en parles, Thibaut? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui, on va voir si les uns et les autres ont des questions. Moi, j'en ai une, mais OK. En fait, ouais, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais j'ai été en Sardaigne, donc j'aime bien découvrir les autres régions italiennes. Et en fait, donc j'ai été en Sicile, mais pas à Palerme, mais bon, je m'y intéresse aussi pour ce que vous dites, l'histoire, quoi, l'ensemble des civilisations qui ont traversé la Sicile. Et je me suis dit, mais c'est dingue, la Sardaigne, c'est pas loin. Bon, c'est mon sentiment. Je me suis dit, mais ça me paraît d'une pauvreté civilisationnelle par rapport à la Sicile. Et je me suis dit, c'est dingue, quoi, parce que entre deux régions d'Italie, il y a un écart. C'est pas si loin que ça, mais il y a un monde, quoi. Je trouve la Sardaigne, c'est très particulier, si tu veux. C'est une île qui, quand même, est isolée de l'Italie par rapport à ça. La Sicile, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est la position géographique est telle qu'elle est quasiment, on va dire, pas au cœur de la Méditerranée, c'est plutôt Malte comme île qui est au cœur de la Méditerranée. Mais là, c'est une conjonction géographique considérable. C'est-à-dire que c'est à deux... enfin, je ne sais pas quoi, à une journée de bateau de la Tunisie, et puis ensuite on est là. Et c'est aussi sur le plan culturel, c'est le bout de l'arc baroque, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, cet arc baroque qui prend naissance en Allemagne est un arc baroque qui se termine en Sicile. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression qu'il va se terminer à Naples. Bon, mais non, l'arc baroque se termine en Sicile. Et là où c'est extrêmement intéressant, et c'est là où la puissance culturelle de la Sicile aussi se trouve, c'est que cette terre qui est une terre volcanique en retire à la fois les bénéfices sur le plan évidemment de la richesse de la terre, parce qu'en Sicile, tout pousse. Hein, c'est même pas la peine de faire des boutures, tu peux prendre un truc, tu le mets ça et tout pousse. Et il y a une espèce de richesse évidemment de la terre volcanique. Mais dans le même temps, les volcans, et on le voit maintenant où les choses s'activent un peu dans le monde, et en Sicile particulièrement, eh bien, à l'époque baroque, dans les années 1700, tout le sud-est de la Sicile a été détruit par un tremblement de terre. Hein, et ce tremblement de terre qui est évidemment lié à une activité volcanique locale, bon, qu'est-ce que ça a fait? Ça a produit des villes comme Ragusa, Noto, Modica, Scicli, qui sont parmi les plus belles villes baroques que l'on peut trouver. Parce qu'effectivement, les princes locaux, bon, ben, ils ont reconstruit dans le style de l'époque, bon, voilà. Et le style de l'époque, c'était le style baroque qui était venu, qui avait été amené par évidemment le sud de l'Italie et plutôt la question des princes de Naples et autres, hein, puisque Naples était déjà un des points du monde baroque. Et c'est là où effectivement c'est intéressant, mais de cet élan culturel, historique et culturel d'une immense richesse, à la fois des Grecs aux Romains en passant par tous les Normands et les Arabes et tout ça, là, la Sardaigne, elle a été totalement épargnée par ça. Personne n'est passé par voilà, parce que c'était pas, parce que la Sardaigne c'est un truc au milieu, voilà. Ouais, alors, après tu me diras, ça n'a jamais intéressé personne. Voilà. Quoi, tu me diras Malte aussi c'est au milieu et ça aurait pu intéresser personne. Bon, mais quand même c'est suffisamment au milieu pour que non, les voyageurs. J'ai toujours trouvé ça. Ouais, tu vois, j'ai toujours trouvé ça singulier
parce que finalement, presque de l'ensemble des régions italiennes, je trouve que la Sardaigne, c'est peut-être la plus pauvre, quoi, finalement, en termes de… Mais sur le plan population. culturel, alors c'est extrêmement intéressant parce qu'on est vraiment dans la culture de racines Ah profondes. oui, ça c'est Et, sûr. c'est vrai que voilà, on est sur quelque Non, chose. après, j'ai vu qu'il y avait des mégalithes et tout. Ah oui, oui, mais et Pas puis du même il y a une mégalithe culture, à la modernité, quoi. voilà, il y a une culture en Sardaigne qui est extrêmement intéressante et Oui, puissante, oui, tout à qui fait. tourne autour des traditions, le chant, la musique, la littérature. Il y a, enfin, si on parle de la Sardaigne, il y a un courant littéraire. On fera peut-être un café sur la Sardaigne. Il y a un courant littéraire absolument passionnant en Sardaigne, qui est un courant littéraire de polar. Il y a un certain nombre d'auteurs, alors comme en Sicile, hein, voilà, il n'y a pas que Camilleri en Sicile, hein, il y a d'autres, il y a Santo Piazzese, il y a toute cette génération d'auteurs siciliens de gialli, de polar, mais il y a une école sarde d'auteurs de polar qui est extrêmement intéressante, qui sont traduits en français. Hein, Non, non, j'en doute pas. Bon, c'était un peu pour vous voilà. challenger. Mais tu vois, c'est Ma ça. question, Et quoi. effectivement, oui, oui, ah ben, le contraste, Oui, la taille oui, aussi, hein, la taille oui, oui. la taille C'est quand même, oui, je trouve que c'est quand même un gros contraste. ouais, ah oui, très gros, bien sûr, bien sûr. Mhm, Je crois qu'il y a mhm. Peter qui voulait poser une Ouais, question. ouais, Peter comme c'est from bientôt, Michigan. yes. Ouais, comme c'est bientôt la fin, j'aimerais poser une question aussi. Oui, vous avez parlé de la mafia et je me demandais s'il y a toujours une présence de la mafia dans le gouvernement local et est-ce que la population en est consciente? Alors, je sais pas, ça, sur le gouvernement local, je suis pas sûre qu'on puisse affirmer les choses telles quelles, hein, parce qu'il n'y a pas une transparence absolue avec des étiquettes sur la tête des gens. Ce qu'il y a surtout sur… alors, si on parle de la mafia au niveau italien aujourd'hui, parce que je pense que c'est difficile de parler de la mafia sicilienne sans parler de l'état de la mafia en Italie, parce il y a trois mafias différentes en Italie. Il y a la mafia qu'on appelle la Camorra, qui est la mafia napolitaine, il y a la 'Ndrangheta, qui est la mafia calabraise, et puis il y a Cosa Nostra, qui est la mafia de Sicile. Cosa Nostra, c'est la mafia historique, évidemment. C'est la mafia qui a permis d'ailleurs la libération de la Sicile à la Seconde Guerre mondiale. Hein. Je veux dire, si les Américains ont débarqué en Sicile, c'est bien grâce effectivement au lien avec la mafia et tout ça. Aujourd'hui, la plus puissante des mafias en Italie, c'est la mafia calabraise, c'est la 'Ndrangheta. Et elle est totalement implantée. La mafia sicilienne aussi, Cosa Nostra aussi, beaucoup moins la Camorra. Et ils se sont rapatriés dans le nord. Les Italiens du Nord qui considèrent avec un grand mépris, enfin, ou considéraient avec un grand mépris les Italiens du Sud, donc parce que les considérer justement comme des mafieux ou autres, ne peuvent plus tellement parler en ce sens, dans la mesure où le poumon économique de l'Italie étant au nord, que ce soit en Lombardie ou que ce soit dans le Piémont, de toute façon, les mafias, elles se sont précipitées là. Parce que quand il s'est agi de faire d'avoir des activités d'usurier, c'est-à-dire de financer des entreprises qui avaient des problèmes de financer et autres, et d'apporter effectivement, de pouvoir tenir l'économie par cette question de l'usure financière, à ce moment-là, c'est dans le Nord maintenant. Le scandale de la foire internationale, enfin pas la foire internationale, l'exposition internationale de Milan, le scandale, c'est parce qu'effectivement, il y a une présence de la mafia, des mafias et surtout de la mafia calabraise dans le Nord maintenant. Donc, le paysage mafieux a un peu changé. Les Napolitains, la Camorra, ils restent bien toujours autour de la Campanie bon, même s'ils sont un peu partout aussi, c'est surtout, ils sont très puissants. Mais il y a surtout une évolution aussi culturelle des mafias qui est intéressante à suivre. Il n'y a plus de code d'honneur maintenant.
Les jeunes générations sont dans des rapports de plus grande violence. Le code d'honneur ne fonctionne plus comme auparavant. Les règles, enfin, quelque part, les règles, parce qu'il y en avait, il y avait même que ça, des règles, ont considérablement changé. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y en a plus. Il y en a en Sicile encore, parce qu'il y a effectivement des familles qui sont encore là et qui tiennent une partie de l'économie et certainement une partie du monde politique. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, c'est certainement moins visible qu'avant. Il faudrait questionner les magistrats du pôle anti-mafia pour avoir leurs sentiments sur quel est l'état aujourd'hui de la mafia et qu'est-ce qu'ils considèrent. Alors, assez régulièrement dans la presse italienne et la presse sicilienne, assez régulièrement, chaque année, il y a toujours un moment où il y a un état des lieux qui est fait, s'il y a eu, au moment, par exemple, d'un grand procès ou à un moment de l'arrestation d'un capo, voilà, après X années de fuite, comment ça s'appelle, bon, de casse, ça, voilà, de recherche, voilà. Mais voilà, on peut plus. C'est moins visible. Les Manipolités ont fait beaucoup de choses, les grands procès aussi, hein, il y a des très grands procès, les grandes arrestations. Quand ils font des arrestations, ils arrêtent en même temps 60 personnes en Sicile, 60 personnes aux États-Unis et 40 personnes aux Pays-Bas ou en France. Enfin, bon, maintenant, c'est aussi un peu comme ça que ça se passe, quoi. Il me semble, hein. Enfin, en tout cas, c'est un peu ce… Oui, effectivement, il ne faut pas oublier aussi que la mafia naît de la volonté de personnes plus pauvres de prendre une partie de la richesse de ceux qui étaient plus aisés pour distribuer au peuple. Au début, la mafia naît de ça. Absolument. Et puis, il y a eu des déviations de manière incontournable au fur et à mesure des années, et qui est arrivé au point culminant actuel, qui est, bon, une mafia, effectivement, chez les jeunes où il n'y a plus de code d'honneur, où il y a de la violence, mais comme je disais auparavant, une mafia financière appelée la mafia en col blanc. Pour revenir à l'observation de Thibault sur la différence avec la Sardaigne, il ne faut pas oublier que le royaume des deux Siciles, avant la réunification et la bataille des Mille menée par Garibaldi, ce royaume des deux Siciles était, donc le sud de l'Italie, la Sicile, était extrêmement riche, extrêmement développé au niveau industriel. Il y avait une force maritime extrêmement, la plus forte d'Europe. En Sicile, on extrayait du soufre. La Sicile est une terre très, très riche. Donc, effectivement, par rapport à la Sardaigne, elle a vraiment des dizaines d'années d'avance. Après, en ce qui concerne oui, tu parlais des grands procès. Je voulais citer, je cite aussi donc un grand magistrat qui s'appelait Alphonse Giordano, parce que je travaille dans le cabinet d'avocat de son fils et qui est décédé il y a quelques mois, mais qui a été un personnage de la vie juridique palermitaine extrêmement actif et extrêmement courageux. C'était une personne très très humble et qui a participé au premier maxi procès sur la mafia, où il y avait plusieurs centaines de personnes inquiétées. Et en fait, il a pris la direction de ce procès après le refus de 14 magistrats. On avait demandé à 14 magistrats avant lui de s'occuper de mener le procès et ils avaient tous refusé. Mais lui, il a eu le courage. Alors effectivement, son fils Stéphane nous raconte souvent que du jour au lendemain, leur vie a changé. C'est-à-dire qu'ils avaient tous un garde du corps, ils ont dû être barricadés dans la maison. Mais bon… il y a des gens qui dévouent leur vie à leur travail et ce fut le cas d'Alphonse Giordano. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Oui, Ah, pardon, peut-être Bernard. Alors, oui, j'aimerais avoir les informations concernant les mouvements musicaux au niveau des jeunes. C'est-à-dire, est-ce qu'on a, comme à Marseille, différents types musicaux qui s'entremêlent entre rap, musique traditionnelle, autres influences? Qu'en est-il? J'aurais bien posé la question à mon fils, Léo. C'est vrai qu'il pourra nous répondre. Léo? Il y a un mouvement, il y a pas le foisonnement qu'il y a à Marseille. Il n'y a pas le foisonnement qu'il y a à Marseille. Sur le plan musical, l'Italie est, comment dire, que ce soit en Sicile ou en Italie, bon, moi, ça a été mon domaine de travail pendant 25 ans, donc mais c'est moins, c'est plus marqué. Il y a plus quelque chose, il y a moins d'influence extérieure. C'est-à-dire, soit effectivement, il y a un attrait considérable pour les jeunes, par exemple, pour bon, la musique, on va dire, anglo-saxonne ou les rappeurs. Il y a des rappeurs et tout ça, mais ce n'est pas un genre musical qui est aussi construit que celui qu'on peut trouver en France. Voilà. C'est plus aléatoire. Les influences extérieures sont plus grandes. Elles sont plus nombreuses. Et il n'y a pas comment dire, une capacité à mixer ça pour en faire, par exemple, ce qu'on peut trouver à Marseille, où on a effectivement à la fois, du côté, par exemple, de la Camargue, on va avoir des gitans qui vont un peu faire du rap, et puis en mélangeant ça avec d'autres mouvements, d'autres genres musicaux, en Italie et en Sicile, un peu moins. Et c'est exactement pareil pour tous les autres genres musicaux. Il y a un rapport à la musique qui est quand même assez traditionnel. Il y a un rapport à la… Alors, en revanche, il y a un rapport à la chanson. C'est-à-dire, oui, enfin, il y a un rapport au chant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bon, typiquement italien. Hein, je veux dire, le rapport au chant, que ce soit le chant lyrique ou le chant de la chanson. Ça, la chanson, voilà, c'est quand même la parole et c'est hyper important. Mais les Italiens sont assez traditionnels, c'est assez étonnant. Sont des musiciens extraordinaires comment dire, en capacité, sont des chanteurs évidemment assez formidables, mais c'est assez cloisonné. La musique classique en Italie, c'est le répertoire, par exemple. Si on prend la musique classique, la question de la musique contemporaine, de la création musicale contemporaine est très pauvre. Alors qu'il y a une tradition de la musique classique, il n'y a pas une tradition extrêmement symphonique, il y a quand même plutôt une tradition lyrique. Hein. Il y a des orchestres symphoniques, mais qui ont eu des programmations qui sont essentiellement des programmations, on va dire, européennes, symphoniques, et pas vraiment italiennes. En revanche, alors à l'opéra, le répertoire lyrique, comme on appelle, ça, effectivement. Et la création contemporaine musicale classique, elle est très peu. Il y a quelques grands compositeurs de musique contemporaine en Italie, mais dont les commandites soit sont faites, on va dire, par la Biennale de Venise, par exemple, bon, qui est une manifestation internationale de commandites, mais surtout qui ont des commandites en France principalement. Quelqu'un comme Palermitain qui est Chiarino, ses commandites, elles sont en France, alors que c'est peut-être aujourd'hui le plus important compositeur contemporain italien, mais qui n'est pas commandité en Italie, qui est commandité plutôt à l'extérieur. Donc, c'est assez intéressant, le rapport à la musique en Italie et en Sicile. Mais il y a ce rapport au chant, bien sûr. Alors ça, oui. Alors, c'est surprenant parce que même les jeunes, moi j'ai 2 fils adolescents, et le plus grand des deux est extrêmement attaché, tous ses copains extrêmement attachés pas spécialement aux chants traditionnels, même s'ils existent encore, ils sont extrêmement répandus, ils sont très très appréciés, les chants avec les danses aussi traditionnelles en costume.
c'est très jetonné, mais il y a beaucoup de jeunes artistes qui chantent des chansons d'amour à l'eau de rose, mielleuses, et alors ils adorent ça, les jeunes, ils adorent ça, et ils chantent ça, et même de manière lyrique, parce que c'est vraiment du chant. Oui, c'est de la C'est chanson. musical, c'est musical. Alors, après, au niveau national, c'est vrai qu'on a de très grands artistes, que ça soit d'interprètes que de... euh, Mais de chansons, de chansons. oui, oui, de chansons, De mais qui chansons. écrit aussi, qui écrit des chansons, mais c'est des chansons qui sont riches, qui sont profondes, des fois un peu trop mélancoliques à mon goût, je dois dire. Mais ici à la maison, ils adorent ça, donc je me plie à la volonté de la majorité. Mais les artistes italiens, je dois dire que quand on retourne en France, je ne trouve pas la même chose. Il y a la quantité de production qui est produite, de musique contemporaine, qui est de la variété, hein, n'est pas du tout, c'est exponentiel. Et ce qu'on a en France, la qualité et en quantité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, moi j'écoute même peu de variété italienne des fois. J'avoue que j'aime Alors, assez, quoi. le jazz italien est très intéressant, hein. Ouais. Voilà, le jazz Mais italien. il y a même parfois des chanteurs italiens qui se produisent à Paris. J'ai été écouter Marco Mengoni une fois au Trianon. Voilà, il y avait une communauté, surtout italienne, c'est vrai finalement, parce que j'ai quelques amis français qui connaissent un peu quelques chanteurs contemporains, mais assez peu. Après, je voulais dire, j'ai découvert au moment où moi j'essayais de me mettre un peu à jour sur le rap français, j'étais pas super bon et pourtant j'habite en Seine-Saint-Denis, donc je m'y suis mis un petit peu plus, voilà, parce que c'est très présent, évidemment, vous vous en doutez, en Seine-Saint-Denis. Puis on a des rappeurs hyper connus, notamment autour de Sevran et Saint-Denis. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des rappeurs italiens qui s'étaient mis en lien avec certains des rappeurs de Sevran. Et j'ai écouté un peu et j'ai vu qu'il y avait ouais, il y a du rap italien, mais qui est très stéréotypé américain, ou Oui, etc. oui, hein. c'est ça. Il y a des voitures, des motos, des armes à feu, nanana. Donc ça, je n'étais pas hyper surpris, mais ça faisait petit mafieux italien quand même. Hein. J'ai eu un peu ce sentiment, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était à regarder et ça s'écoutait plus ou moins, mais enfin comme beaucoup de textes. Bon, ça témoigne en tout cas ça de quelque chose aussi d'une jeunesse, en tout cas d'une certaine jeunesse. Dire, même si dans les jeunesses, ils peuvent écouter plein de styles musicaux. Oui, Je pense que c'est oui. un petit peu ce que veut dire Julie aussi. Oui, Ça a changé avec toutes les capacités qu'il y a maintenant. C'est pas nous avec nos vinyles et tout quand on était jeunes. Maintenant, ils ont tous des tas de plateformes de YouTube et donc ils avalent une masse d'écoute musicale qui est sans commune mesure avec ce qu'on pouvait s'offrir dans nos adolescences. Voilà. Ah oui, j'avais une question, Julie. Comme Bernard avait posé sur la diversité musicale, je voulais poser la question sur les langues. En fait, j'imagine, voilà, bon, évidemment, Palerme, il parle sicilien, palermitain, tout ça. Mais je me dis, est-ce que, enfin, ils ont une appétence pour apprendre d'autres langues? Et si oui, est-ce que l'anglais, quand même, ça vient fort? Ou certains se mettent à l'espagnol, d'autres un peu au français? Enfin, et puis, s'il y a des migrants, on entend aussi d'autres langues. Enfin, comment ça joue, cette diversité linguistique à Palerme, en fait? Il y en a une ou pas beaucoup Oui, Ouais. il y a une grande diversité linguistique parce que c'est une terre d'accueil. Palerme est une terre d'accueil. Donc, on entend beaucoup parler anglais. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent donc de l'Afrique anglophone et de l'Afrique française. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, puis ils parlent aussi leur dialecte local. Donc, on entend parler des langues un peu inconnues, mais tout ça dans une ambiance de grand respect. C'est-à-dire que ces personnes-là sont conscientes de l'accueil qu'ils reçoivent et ils vivent normalement de manière humble et respectueuse de la ville et des gens.
Après, en ce qui concerne les palermitains, alors le palermitain n'est pas du tout propense aux langues étrangères. Il essaie, il voudrait bien, mais il n'y arrive pas. Les parents, les gens de mon âge qui ont des enfants entre 10 et disons l'âge du collège-lycée, essaient de compenser. Donc, il y a beaucoup d'écoles d'anglais. On a le centre aussi Cervantes pour l'espagnol. On a le centre Bourguiba aussi pour l'arabe. Qui est très actif. D'ailleurs, mes fils, jusqu'à l'année dernière, suivaient des cours d'arabe à l'école. Effectivement, ils essaient. C'est pas facile, mais il y a la volonté. Donc, ils ont de bonnes volontés. Oui, et puis le français est assez partagé aussi. Enfin, je veux dire, quand on est un touriste français et qu'on ne parle pas italien, on est plutôt, enfin bon, on arrive à trouver quand même de l'écho dans la ville. Voilà. On communique facilement. Oui, on communique facilement. Il y a vraiment une très forte attention à l'autre quand il arrive pour tenter d'entrer en relation avec lui et puis ou avec elle et du coup d'avoir quelques mots en commun et tout ça. Ça, c'est vraiment, il y a un accueil absolument incroyable en Sicile. L'accueil des Siciliens est particulièrement remarquable parce qu'il est profond. Oui, parce qu'ils ont envie de faire partager leur culture. Comme ils sont très attachés, ils ont envie de faire partager leur culture, leurs racines, leurs habitudes, leur cuisine. Ça, c'est quelque chose qui est sacré et à laquelle ils tiennent absolument de faire tout goûter. Pas forcément pour acheter dans un but économique, mais de partage. Ça, c'est indéniable. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut s'arrêter là. Il est 10 heures, c'est un peu une heure pile. Si ça vous va. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, vraiment, allez-y. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. J'ai reçu quelques SMS de gens qui ont suivi, qui étaient très contents. Donc, je voulais vous féliciter. Moi, je suis à disposition pour ceux qui veulent y aller, pour éventuellement. Je voulais vous féliciter, vous remercier pour la qualité de la rencontre autour de Palerme, de la découverte. Et il y a eu beaucoup j'ai trouvé que c'était à la fois très concret, puis très poétique, aussi beaucoup d'images dont vous avez su donner à ceux qui suivaient. Et moi aussi, j'ai ressenti comme ça m'a donné aussi envie, ça nous a fait voyager. Voilà. Je trouve pas Palerme, non, oui, Palerme, c'est fondamental. Palerme, c'est essentiel, mais la Sicile, c'est une terre absolument extraordinaire. Franchement, je veux dire, ça vaut la peine de passer 2 semaines, quoi, enfin d'avoir du temps à Palerme parce que c'est une ville qui mérite qu'on y passe du temps qui se découvre pas facilement et donc il faut, voilà. Mais le reste de la Sicile est sublime. Voilà, le sud-est avec les villes baroques. Catane est une ville très intéressante aussi. Le centre de la Sicile est magnifique. Enfin, c'est à la fois un parcours touristique simple, mais un parcours culturel extrême, d'une richesse incroyable. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Julie, mais moi je dirais qu'il ne suffit pas d'aller à Palerme. Voilà, je pense que aller à Palerme, c'est formidable, ou bien aller en Sicile, c'est formidable, mais il faut compléter. Je pense que ça vaut la peine d'aller à Palerme une fois et puis après de revenir éventuellement pour la Sicile et les deux, parce que c'est quelque chose qui est un tout, ce territoire. Je suis une convaincue. Tu prêches une convaincue. Hein. Oui. Non, mais moi, je vais pas dire. Voilà. À rentrer en France. Mais effectivement, moi, je suis toujours émerveillée par les paysages siciliens, même après 10 ans
vécu sur la même île. Tous les matins, en descendant les enfants à l'école, j'étais émerveillée par le panorama, de voir les îles éoliennes en descendant de chez moi. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est la capacité qu'a la Sicile à nous émerveiller à chaque instant. Il ne faut pas penser qu'on puisse se lasser de la Sicile, de ses paysages, de sa culture. C'est pas tout rose, hein. Comme je vous l'ai dit, ils sont bruyants, des fois ils sont un peu envahissants aussi, les Siciliens, mais c'est bon enfant. Donc, alors, on pardonne. Voilà. Bon, et puis si vous allez en Sicile, il faut venir dans nos îles. Hein, les éoliennes, il ne faut pas oublier, surtout si vous aimez les volcans, parce qu'en ce moment, il y en a 2 qui sont un peu actifs, donc ça vaut la peine. Exactement, pour les gens qui aiment balader, il y a de quoi faire. Tu parles des îles au nord. Moi, j'ai été à Pantelleria une année. Ah, tu es allé à Pantelleria. Non, nous, on est de l'autre côté, les éoliennes. Oui, je sais. Voilà. Mais j'ai découvert cette petite île. Ah, c'est joli, Pantelleria. J'ai connu des Siciliens, mais en France, c'est vrai que moi-même, quand on m'a dit, tiens, je t'ai invité à Pantelleria, je me demandais où c'était cette île, en fait. C'est très joli. Ouais. C'est un peu aride, c'est très joli, Pantelleria. Ouais. Alors, les éoliennes, ce sont 7 îles. Il n'y en a pas une pareille. C'est incroyable, parce que ce sont 7 îles. Pas une ne ressemble à l'autre. Et avec 2 volcans en activité. Donc, c'est assez intéressant aussi. Parce qu'au moins une semaine dans les îles éoliennes, c'est nécessaire. Oui. Parce que sinon, après, on reste un petit peu sur sa faim. Oui, c'est ça. Bon, et là, pour les îles éoliennes, vous avez 2 guides parfaits. Hein. Donc, voilà. On peut vous faire le schéma. Voilà. Ok. Merci à vous, en tout cas. Merci voilà. infiniment, Julie. Merci. Ça a été filmé. Donc, à tout bientôt. Je pense que ce qui est bien, c'est on mettra en ligne aussi et que après, voilà, ça va continuer. Enfin, cette rencontre va continuer à vivre parce qu'on la mettra sur notre site et s'il y a des gens à tel et tel moment qui voudront revenir sur la rencontre, ils pourront la regarder. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Juste pour terminer, tu sais, Julie, quand je suis rentrée, je vous raconte une histoire, mais qui va vous… Quand je suis rentrée l'autre jour à pied, quand je vous ai quitté, donc il y a 15 jours, hein, puisque j'ai dîné un dimanche soir chez Julie, puisque j'étais allée chez moi dans les éoliennes. Je suis rentrée, il pleuvait encore, je suis rentrée tout à pied jusqu'au Politeama. Il y avait un monde fou dans les rues, c'était 23h, minuit et tout ça, c'était le dimanche soir. Un monde fou, à tel point que je me suis dit, mais qu'est-ce que font ces gens? C'est un monde mais incroyable, tous les jeunes étaient dans la rue, enfin bon, c'était absolument… Et là, il y a des jeunes qui sont passés, moi j'étais au milieu, ils n'avaient plus, ils étaient comme ça. Ils m'ont dit, oh, vous ne voulez pas manger une glace avec moi, avec nous? J'ai dit, ah bon? Oh oui, nous, on a envie de manger une glace. Vous ne voulez pas manger une glace avec nous? J'ai dit, mais il est minuit et tout. Enfin, moi, j'ai tout ça. Oh, si, venez. Bon, mais juste comme ça, vous ne voulez pas manger une glace avec nous? Donc, il était minuit. J'ai dit, bah si, bien sûr, d'accord. Donc, c'est arrêté au glacier. Je ne sais plus si c'était Makeda ou si c'était Ruggiero. Non, c'était sur Makeda et tout. Donc là, bon, chacun a payé sa glace. Hein, il n'y avait rien du tout et tout. Et après, ciao, buonasera et tout ça, c'est parti. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ils étaient, je ne sais pas, ils avaient 20 ans et tout ça. Vous ne voulez pas manger une glace avec nous? Ben oui, d'accord. Donc, une glace à la pistache à minuit un dimanche, j'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit que c'était un truc splendide. Voilà. C'était vraiment une merveille. Tu as bien fait d'y aller. Oui, absolument. Voilà. Bon. Merci à tous en tout cas. Alors, peut-être juste un dernier petit message. Nous, nos prochains événements, on enchaîne, on en a pas mal en novembre. On a une rencontre littéraire, mais en présentiel. Donc, pour certains, ce sera peut-être plus compliqué. Avec Dany Héricourt. Son roman, c'est La Cuillère. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, on continue à inviter. On a pas mal de romancières
au Lila. Donc voilà, on va l'inviter à 19 h au Centre culturel le 18 novembre. Et le 26 novembre, en partenariat avec le festival Check-In, donc le festival du cinéma tchèque, on a une rencontre à l'INALCO. Là aussi, projection de films et rencontre avec le réalisateur autour de la famille Maratka, qui est une famille tchèque célèbre. C'est un parcours de plusieurs générations, d'une famille très culturelle. Voilà, donc c'est un parcours entre une famille, la culture et l'histoire de la République tchèque. C'est à 18 h à l'INALCO. Voilà. D'accord. Et nous, on se retrouve donc en février, on a dit. Voilà, en 2022. Voilà. Autour d'Alexandrie. Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci à vous. Merci. Et à bientôt alors. Au revoir. À tout le monde. Ciao, Julie.